Merci Marianne pour cette introduction chaleureuse. Je suis ravi d'être parmi vous cet après-midi, comme tous les ans. L'année dernière, j'ai dû partir relativement tôt, donc cette année, je vais rester jusque tout à la fin et vous accompagner. Mon sujet cet après-midi est l'économie politique de la finance. Alors ça, c'est un grand sujet qui n'a pas été assez abordé dans la littérature, et il faut souligner, ni dans la littérature donc standard, mettons, mainstream, ni dans la littérature autrichienne. Les Autrichiens ont cependant donc, saisi l'essentiel, puisqu'ils ils sont focalisés sur la question centrale la plus difficile de cette question donc, des répercussions, du rôle macroéconomique de la finance, à savoir la question de la production monétaire. Quel rôle joue la production monétaire dans le financement d'une économie de marché? Ils ont abordé cette question notamment à travers l'analyse du fonctionnement des banques à réserve fractionnaire et de la création monétaire de monnaie fiduciaire par les banques centrales. Mais à part donc ce domaine relativement restreint, les Autrichiens n'ont pas développé jusqu'ici donc une théorie systématique du financement d'une économie de marché. Et c'est ce que j'ai essayé de faire l'année dernière, au moins dans un premier jet, dans un essai qui a été publié en allemand, donc dans un livre avec le titre « La crise de la culture d'inflation », Crise der Inflationskultur, qui va bientôt paraître dans une traduction anglaise, c'est-à-dire j'espère qu'elle va paraître l'année prochaine. Donc, la traduction est faite, mais je dois la retravailler maintenant, donc en anglais. Dans la littérature mainstream, le sujet n'a pas été abordé non plus. Il est abordé communément d'un point de vue uniquement microéconomique, à savoir soit du point de vue de la firme, donc là on a la finance, la corporate finance, soit du point de vue de la finance de marché. À ce moment-là, on parle donc des institutions, des marchés financiers, etc. Mais toute cette analyse est donc articulée d'un point de vue partiel, c'est-à-dire on regarde quelle est la fonction d'une bourse au sein d'une économie de marché, quelle est la fonction des banques, etc. Mais on ne cherche pas à avoir une compréhension générale du financement au sein d'une économie de marché. Donc la macroéconomie de la finance, strictement parlant, reste encore à faire. Et aujourd'hui, je vais vous donc présenter, au moins je vais essayer d'esquisser ma vue sur cette question. Je vais procéder en 3 étapes. Premièrement, je vais dire quelques mots sur la nature de la finance. Qu'est-ce que ça veut dire financer une activité humaine? Qu'est-ce que c'est que la finance? Et puis, je vais présenter donc le fonctionnement du financement d'une économie de marché dans une société libre, c'est-à-dire où il n'y a pas d'intervention de l'État et où il n'y a notamment pas de monnaie fiduciaire. Et dans un 3e temps, je vais discuter les répercussions des interventions de l'État sur le financement de l'économie. D'abord en supposant que l'État intervienne uniquement dans la création donc, de droits et d'obligations financières, sans qu'il y ait monnaie fiduciaire, et finalement en prenant en considération la présence d'une monnaie fiduciaire. Donc commençons par la nature de la finance. Que veut dire financer quelque chose? La racine étymologique du mot finance est le verbe latin finare, qui veut dire terminer, tout comme le verbe français médiéval finer et le verbe français contemporain finir, terminer. En fait, financer veut dire donc procurer les moyens nécessaires pour achever une activité humaine. Ça, c'est la définition que je vous propose. Procurer les moyens nécessaires à l'achèvement d'une activité humaine. Nous savons tous par expérience que nous pouvons commencer beaucoup de choses, mais c'est une autre chose de terminer, c'est une autre chose d'achever. Achever nécessite le temps nécessaire pour achever, justement pour parcourir toutes les étapes de l'activité nécessaires à créer le résultat désiré. Je peux tout commencer sans rien terminer. Donc ça, c'est un problème bien connu des étudiants. Mais pas seulement des étudiants, mais aussi des professeurs, je veux dire, et de tous les autres. Donc on peut commencer beaucoup de choses dans la vie, mais l'art et la difficulté et le défi de la vie humaine, c'est toujours d'achever. Donc il y a la question des moyens.
pour achever, donc nous avons besoin des moyens. Ces moyens, en règle générale, proviennent de l'épargne. Et les économistes autrichiens, depuis toujours, donc depuis les temps de Karl Menger et surtout Böhm-Bawerk, ont toujours souligné le rôle central de l'épargne dans le financement des activités économiques. En effet, l'épargne est nécessaire pour financer, pour alimenter la consommation de toutes les personnes qui ne sont pas engagées dans la production de biens de consommation. Quelqu'un qui crée des biens de consommation, par exemple quelqu'un qui est en train de pêcher ou de chasser, peut espérer, donc, par son activité, créer des biens de consommation qui le soutiennent. Ou quelqu'un qui est en train de réparer le toit de sa maison. Donc, il peut espérer à la fin de la journée donc, de bénéficier donc, d'un toit sans trou. Donc, il va être protégé des aléas du temps. Donc, la production des biens de consommation est auto-validante et crée donc les biens recherchés. Il en est différent donc, des activités qui visent à créer des biens de capital, donc des outils, des installations, des biens intermédiaires qui éventuellement vont être transformés en biens de consommation. Donc ces activités-là ont besoin de l'épargne pour être alimentées. Je dois procurer dans un minimum donc des biens de consommation pour soutenir les personnes qui poursuivent ces activités dans leurs activités, parce que ces activités ne sont pas auto-validantes. Donc, elles ne créent pas les produits nécessaires pour soutenir les personnes dans ces activités elles-mêmes. Donc, le rôle de l'épargne, c'est-à-dire, maintenant dans un sens originel et très primitif, le rôle des biens de consommation que je n'ai pas détruits dans la période courante, et de soutenir le travail de demain, le travail qui a vocation à créer des biens de capital. Donc l'épargne est ici donc, en articulation avec les activités de production. Donc, il y a un triangle, si vous voulez, entre épargne, consommation et production. Les économistes libéraux disent oui, donc il ne faut pas se précipiter à discuter les questions de distribution parce qu'il faut d'abord avoir produit avant de pouvoir distribuer. Donc il faut se soucier d'abord de la production avant de penser à la consommation. Donc ça, c'est correct. Mais il ne faut pas pour autant oublier qu'afin de produire, je dois consommer. Je ne peux pas produire si je ne consomme pas. Tout acte de production nécessite des actes de consommation au préalable, respectivement simultanément avec l'acte de production. La question est donc de savoir d'où viennent les biens de consommation nécessaires pendant l'acte de production. Et la seule réponse qu'on peut donner, c'est que ces biens de consommation proviennent d'une production précédente qui n'a pas complètement épuisé, détruit les biens de consommation qui ont résulté de cette activité. Donc pour pouvoir m'engager aujourd'hui dans la production d'un bien de capital, d'un outil, donc par exemple d'une canne à pêche ou d'un filet, je dois avoir épargné le produit, certains fruits de mon travail de hier ou de la semaine dernière, pour pouvoir me nourrir aujourd'hui. Donc la semaine dernière, j'ai peut-être pêché avec les seules mains, j'ai peut-être chassé parce que j'étais jeune et rapide, etc. J'ai attrapé le lapin par la course, c'était un lapin vieux, donc j'ai pu l'attraper. Et je ne l'ai pas mangé, ou je ne l'ai pas entièrement mangé. Donc, j'ai épargné une partie du fruit de mon travail du passé, et c'est justement cette partie que je n'ai pas consommée, que je n'ai pas détruite, qui me sert de support pour mes activités d'aujourd'hui. Donc ça, c'est la signification de la finance dans son sens le plus étroit, le plus originel. C'est un financement réel à travers les biens de consommation. Et cette signification de la finance et donc de l'épargne a été soulignée par Böhm-Bawerk, mais d'autant plus encore par Richard von Striegel dans les années 1930. Et je vous réfère, donc ceux qui ne l'auraient pas encore lu, je vous réfère en particulier à son ouvrage Capital et Production. Donc pour l'instant, pas traduit en français, mais en anglais, donc Capital and Production, où il présente donc cette analyse que je viens de
vous présenter également. Donc l'épargne joue un rôle fondamental pour le financement des activités économiques. Et ce rôle donc réel, l'épargne réelle, reste le même quel que soit le scénario dans lequel nous nous plaçons, quelle que soit la forme d'organisation de l'économie humaine. Et l'épargne joue ce rôle lorsqu'il y a une seule personne qui est concernée, donc le célèbre Robinson dont nous parlons souvent dans les cours, mais elle joue ce rôle également dans une société, lorsque la société est organisée, mettons, selon une planification commune, donc une économie communiste, ou lorsque cette économie est une économie de marché. Chaque fois, on a besoin d'un financement réel dans les termes que j'ai esquissés. Maintenant, je dois réfléchir si je ne saute pas d'étape. Donc, peut-être un dernier point quand même à souligner. Donc, la finance, donc, dans ce sens-là, est donc une activité qui concerne éminemment l'homme, ou plus précisément donc les êtres humains. Les machines n'ont pas besoin d'un financement. Les rails n'ont pas besoin d'un financement. Cette salle n'a pas besoin d'un financement. Ce qu'on finance sont les personnes qui créent ces biens. Lorsqu'on finance une machine, véritablement, on finance les activités des personnes qui ont créé la machine et qui la vendent. Lorsqu'on finance la salle, on finance les activités des personnes qui créent, donc qui ont élevé les murs, et qui ont fait donc apporté les peintures, etc. On ne paie pas la salle, on paie toujours le travail humain, à la fois le travail courant et aussi le travail passé, qui a mis en place les biens de capital nécessaires à l'achèvement de tous ces œuvres. Bon, donc maintenant la question est de savoir quelles sont les répercussions donc, introduites par le financement monétaire. Et ici, donc, il convient peut-être de souligner donc, une particularité donc, de la finance au sein d'une économie de marché. Une économie de marché où il y a donc utilisation de monnaie qui sert donc d'intermédiaire à tous les échanges, d'intermédiaire à tous les actes des personnes, tous les actes humains. Et on peut expliquer ces particularités en la contrastant avec l'épargne dans le cas où il y a une seule personne, un Robinson. Donc si Robinson épargne, lui-même, il prend toutes les décisions, lui-même, il décide d'épargner, c'est-à-dire de réserver une partie de ses produits d'aujourd'hui pour se nourrir de ces produits dans les jours qui viennent, où il se focalise sur la création de biens de capital. Dans une économie monétaire, tous ces choix, tous ces ajustements des comportements sont intermédiés par la monnaie. Il y a une partie de la population qui commence à épargner davantage, ou peut-être tout le monde ensemble, mais à la limite, il suffit qu'une partie de la population commence à épargner davantage. Et suite à ce choix d'épargner davantage, il y a toute une série d'ajustements qui se fait au sein de l'économie de marché qui résultent des variations des flux de dépenses ou des échanges qui se font dans cette économie. Si je décide d'épargner une plus grande partie de mon revenu aujourd'hui, ceci implique nécessairement que mes dépenses à la consommation vont diminuer. Donc il y a une autre proportion qui s'installe dans cette économie de marché. Les dépenses à la consommation diminuent relativement à l'épargne. Diminuent relativement notamment aux dépenses d'investissement. Et c'est cette restructuration des flux monétaires qui est donc cruciale, parce que cette restructuration crée des incitations pour les autres participants au marché de s'y conformer. Si ma dépense à la consommation diminue, donc le chiffre d'affaires des entreprises qui créent des biens de consommation vont diminuer. Ces entreprises vont donc avoir à réduire leur coût de production, donc elles vont payer moins, alors des sommes monétaires moindres à leurs fournisseurs, elles vont embaucher moins de personnes, etc. D'un autre côté, puisque j'épargne davantage, et donc davantage de capital monétaire est disponible pour les investissements,
il est possible de monter des nouveaux stades de production éloignés de la consommation finale, où donc les revenus augmentent relativement aux revenus gagnés ailleurs dans le système économique. Et donc, il y a une réaffectation des ressources disponibles, notamment du travail et des matières premières, qui sont donc désaffectées des firmes qui créent des biens de consommation et affectées vers les firmes qui sont formées dans ces nouveaux secteurs relativement éloignés de la consommation finale. Donc, au fond, il se passe la même chose que dans le cas de Robinson. Il y a une refonte des activités économiques. Une plus grande partie du travail disponible est affectée à la création des biens de consommation, création de biens de capital. Une moindre partie du travail disponible est affectée à la création de biens de consommation. Dans le cas de Robinson, lui-même décide pour soi-même, voilà, tu vas travailler moins à la pêche. Par contre, tu vas mettre plus de temps à créer des cannes à pêche ou des filets. Et il le fait parce qu'il sait que bien qu'il réduise le temps de travail affecté à la pêche, puisqu'il a des outils, à savoir le filet ou la canne à pêche, dans ce temps réduit, il va pêcher davantage de poissons. Donc son produit global va augmenter. Dans une économie de marché, c'est la même chose. Donc, par suite de ce choix de réduire les dépenses à la consommation et d'augmenter l'épargne, une plus grande proportion des ouvriers disponibles, des travailleurs disponibles vont être affectés dans des industries éloignées de la consommation finale. Moins de personnes vont travailler dans des industries proches de la consommation finale. Et comme dans le cas de Robinson, le résultat global va être une augmentation. Si tous ces choix sont judicieux, le résultat va être une augmentation de la productivité globale. Donc là, dans l'un et l'autre cas, donc l'épargne joue le même rôle. Elle nourrit les personnes engagées dans la création de biens de consommation, pas dans la production de biens de capital pendant la phase de production. Et dans le cas d'une économie monétaire, c'est justement cette dépense monétaire ou ces choix monétaires qui créent donc des modifications des revenus relatifs, qui créent des incitations économiques pour les uns et pour les autres de s'y conformer. Maintenant, regardons de plus près donc, les mécanismes de financement. D'abord, donc, dans une économie libre sans intervention d'État, ensuite dans une économie avec interventionniste. Donc, dans une économie libre, donc, l'État n'intervient ni dans la création de droits et d'obligations financières, et il ne crée pas une monnaie fiduciaire. Il ne supporte pas non plus les banques à réserve fractionnaire. Donc je suppose ici une économie qui est basée sur une monnaie naturelle. Et ceci est une hypothèse cruciale. Une monnaie naturelle, c'est-à-dire une monnaie qui résulte des libres choix qui sont faits sous le respect des droits de propriété des uns et des autres. Donc, quel type de monnaies vont être donc, caractéristiques d'une économie libre? Soit ce vont être donc, des monnaies marchandises telles que nous les avons connues historiquement, donc l'argent notamment en premier lieu, argent métal ou l'or, ou ce vont être donc, des monnaies rendues disponibles par les technologies nouvelles, donc, par exemple quelque chose de Bitcoin. Bitcoin a un égard crucial et bien différent des monnaies fiduciaires, bien que physiquement il n'y a pas de différence. On a donc un support électronique, comme la monnaie scripturale créée par les banques centrales. À un égard crucial, Bitcoin est différent, à savoir que Bitcoin implique un fort coût de production. Il n'est pas possible arbitrairement d'augmenter la masse monétaire. D'où donc l'attrait de Bitcoin aujourd'hui donc pour les utilisateurs privés. Donc, Bitcoin n'est pas encore une monnaie, mais pourrait peut-être devenir une monnaie, je ne sais pas, on verra. Bitcoin pourrait devenir une monnaie précisément parce qu'il y a une garantie contre l'effondrement de monnaie. Au moins la promesse d'une garantie contre l'effondrement du pouvoir d'achat de cette monnaie. C'est une autre question de savoir, est-ce que l'algorithme de ce logiciel est assez bien fait pour être immunisé contre les infractions donc, de pirates ou de gouvernements, etc. Ça, c'est une autre question. Mais quel qu'il en soit, donc,
une économie de marché est caractérisée, une économie libre, est caractérisée par l'emploi de monnaies qui, justement, ne peuvent pas être augmentées ad libitum, c'est-à-dire par les choix arbitraires de tel ou tel producteur. Quelle est l'implication? Il y a une implication fondamentale, à savoir qu'une économie libre est caractérisée par la tendance baissière du niveau général des prix, notamment lorsque cette économie est croissante. Et ça, c'est un point absolument fondamental qu'il faut donc se représenter. Et pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore familiers avec cette idée, c'est important de la saisir, de la comprendre. Lorsque la masse monétaire est limitée, tel est le cas avec les monnaies marchandises et aussi avec quelque chose comme Bitcoin, et que vous avez une croissance économique, alors la seule manière de vendre davantage de biens, non seulement davantage de biens de consommation, mais aussi des biens intermédiaires et des biens de capital qui sont créés, la seule manière de vendre ça lorsque la masse monétaire bouge quasiment pas, ou très peu, c'est à travers une baisse des prix unitaires. Il n'y a pas d'autre moyen. Et comme les économistes autrichiens l'ont montré, et comme moi-même aussi je suis efforcé de le montrer dans les articles, dans les ouvrages, ceci ne représente pas un empêchement à la croissance économique. Et une économie de marché peut très bien croître lorsque le niveau des prix baisse. Parce que baisse du niveau des prix ne veut pas dire, déjà, ça ne veut pas dire baisse des revenus globaux. C'est quelque chose de complètement différent. Le revenu global peut rester le même, le revenu global peut même légèrement augmenter lorsque la masse monétaire augmente. Baisse des revenus du niveau des prix veut dire, voilà, ce sont vraiment des prix unitaires qui baissent. Si ceci est compensé par une augmentation des quantités vendues, donc le revenu peut rester très bien au niveau précédent, peut même légèrement augmenter. Même s'il y a baisse du revenu global, ceci ne représente pas un obstacle fondamental au fleurissement de l'économie de marché. Ça, c'est un autre point. Je ne vais pas l'élaborer maintenant, ça m'entraînerait trop loin. Donc le point important, c'est de se dire que la baisse des prix n'est pas un obstacle à la croissance économique. Et c'est même le résultat naturel, on pourrait presque dire nécessaire, d'une économie libre. Quels sont donc, sous ce point de vue-là, les différents types de financement qu'on peut observer dans une économie de marché? Quel va être leur poids relatif? Donc, je vais discuter par la suite 3 mécanismes de financement qui sont caractéristiques pour cette économie de marché. Premièrement, le financement des entreprises et des ménages par les revenus gagnés dans la période précédente. Ça, c'est évidemment la solution la plus simple, la plus évidente. Et d'ailleurs, c'est même aujourd'hui, on parle beaucoup des marchés financiers, etc., c'est même aujourd'hui la forme de financement la plus importante. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les intermédiaires financiers sont relativement secondaires par rapport à cette forme de financement-là. La source de fonds investissables par les entreprises, pour ainsi dire, la plus importante sont les revenus, c'est le chiffre d'affaires. Il ne faut pas confondre ça avec un autre agrégat qui est appelé l'autofinancement. L'autofinancement est donc cette partie du profit qui est vouée à un réinvestissement. Et le profit, c'est beaucoup plus petit en règle générale que le chiffre d'affaires, comme nous le savons. Mais c'est véritablement le chiffre d'affaires qui est utilisé pour financer nos activités. C'est donc les sommes que nous percevons par la vente de nos produits et nos services, qui peuvent donc par la suite être réinvestis pour acheter des services des prestations de nos fournisseurs, mais aussi pour payer nos employés, pour louer des locaux que nous utilisons, etc. Donc ces sommes réinvesties, c'est quoi un réinvestissement? C'est une affectation de l'épargne. Il y a une épargne qui est formée au sein de l'entreprise. C'est un autre point qu'il convient de souligner, parce que vous n'allez pas trouver ça dans les textes non autrichiens. Parce que ce n'est pas de mauvaise volonté ou par un biais idéologique, etc., mais c'est parce que nos collègues mainstream sont trop focalisés sur le travail quantitatif
Donc ils sont trop focalisés sur ce que les bureaux statistiques leur proposent. Les bureaux statistiques leur proposent, lorsqu'il s'agit de l'épargne, donc l'agrégat de l'épargne à partir des revenus courants des ménages. Donc ça, c'est une relativement faible partie du revenu global. Revenu des ménages, c'est rien par rapport au chiffre d'affaires gagné par les entreprises. Donc le revenu des ménages est bien plus faible que le revenu global, le chiffre global des entreprises opérant dans une économie de marché. Et ces entreprises réinvestissent le gros du chiffre d'affaires, et ça ne veut dire rien d'autre qu'elles épargnent le gros de leur chiffre d'affaires. D'accord ? Les entreprises investissent au début de la période donc les fruits de l'épargne des périodes précédentes, et à la fin de la période, elles perçoivent un chiffre d'affaires, donc un revenu brut, que nous appelons chiffre d'affaires, qui peut être soit affecté à la consommation, soit épargné et investi. Il peut être affecté à la consommation. C'est fondamental. Il y a des propriétaires des entreprises concernées, donc ces propriétaires peuvent très bien décider, on va utiliser le chiffre d'affaires on va rembourser les dettes, etc., et puis on va satisfaire notre propre consommation. Très bien possible. Donc s'ils décident de ne pas le faire, et c'est un choix qui est refait chaque année, et c'est un choix d'épargne qu'ils effectuent. Ils décident de ne pas affecter ces revenus bruts à leur consommation personnelle, mais de les réinvestir. Donc c'est une partie de l'épargne, la plus grosse partie de l'épargne. Donc j'ai regardé ça sur le plan statistique pour les pays développés, donc France, Allemagne, États-Unis, Royaume-Uni, Japon, etc. Donc si l'on définit donc le taux d'épargne de cette manière telle que je l'ai esquissé maintenant, le taux d'épargne global dans une économie de marché développée est typiquement supérieur à 60%. Ce n'est pas juste les 10% épargnés à partir du revenu courant des ménages. C'est l'ensemble donc, des revenus donc, perçus et donc réinvestis dans la période courante, en plus de 60%. Donc ça, c'est la forme de financement la plus importante. Puis il y a d'autres formes de financement, deux autres. Donc, cette première forme de financement, elle est importante parce qu'elle implique une indépendance vis-à-vis d'autres personnes. Je ne suis pas, si j'utilise juste mon propre revenu, je peux alimenter mes différentes entreprises indépendamment de ce que font les autres, ou de ce qu'épargnent les autres. Je peux les investir, réinvestir dans l'entreprise qui a généré ce chiffre d'affaires. Je peux réinvestir les fonds dans la période suivante. Ou je peux prendre ce chiffre d'affaires et l'investir ailleurs. Ça peut concerner donc des délocalisations. Je prends le chiffre d'affaires que j'ai gagné en France et je l'investis maintenant en Pologne. Ça, c'est possible. Je peux très bien aussi, ça c'est la règle générale, investir donc ces sommes dans d'autres entreprises en France. Je finance mes propres initiatives, mes propres activités par le chiffre d'affaires, par mon revenu gagné dans la période précédente. Or, donc dans une économie où il n'y aurait pas, où il y aurait juste cette forme de financement, évidemment, cette économie ne serait pas efficace à bien des égards, parce qu'elle impliquerait que chacun serait dépendant uniquement de sa propre épargne. Donc, et avoir une épargne ne veut pas forcément dire qu'on a le talent d'utiliser cette épargne, ou qu'on a le goût d'utiliser cette épargne. Donc, il n'y aurait pas de division du travail entre épargnant d'un côté et utilisateur de l'épargne, une espèce de division du travail qu'on trouve partout ailleurs. Donc pour que ceci ait lieu, pour que cette division du travail financier ait lieu, il faut qu'il y ait donc quelque chose comme une finance interpersonnelle. Donc il y a deux formes de finance interpersonnelle. Une qui nous est familière, c'est celle qui passe par les marchés financiers. C'est la finance interpersonnelle intentionnelle. Il y a une autre forme de finance interpersonnelle qui est étonnante parce qu'elle est non intentionnelle, donc normalement nous n'y pensons pas, et qui passe par la thésaurisation.
Donc je commence par la thésaurisation. Il n'y a pas de marché financier. Je thésaurise. C'est-à-dire je perçois un revenu et je décide de ni le dépenser à la consommation, ni l'investir. Je suis un méchant vampire de l'économie, selon la vision keynésienne des choses. Hein. Keynésien dit, ah oui, ça c'est la pire des choses qui peut arriver. Vous avez Oncle Picsou, hein, qui accumule son tas de liquidités, de pièces, etc. Donc il enlève le sang de l'économie. Et on est en train de suffoquer. Hein, parce qu'il y a vraiment, il y a moins de dépenses, il y a moins d'argent qui est dépensé, etc. Donc l'économie avance plus. Donc le point qu'il convient de souligner ici, donc, et ceci est donc considéré comme étant très très méchant, antisocial, égoïste, etc. Hein, d'où toute la folklore de la narration habituelle keynésienne. Donc selon les keynésiens, donc voilà. Donc ça c'est tout le paradoxe de l'épargne. On peut s'enrichir personnellement de cette manière. Je peux accumuler comme Oncle Picsou, je peux accumuler ma montagne d'or ou d'argent, mais en ce faisant, je tue les autres. Je paralyse les activités de tous les autres. Je suis un sale égoïste. Donc, l'épargne est paradoxale, elle crée des résultats paradoxaux, parce qu'elle enrichit l'individu, et pourtant, dans l'ensemble, elle appauvrit la société. C'est pour ça que l'épargne serait paradoxale. Donc, qu'est-ce qu'il faut là-dedans? Ce qui est faux là-dedans, c'est qu'on ne prend pas en considération ce que les économistes appellent l'effet des encaisses réelles. Et les critiques de Keynes ont très vite avancé, donc ils ont fait remarquer que Keynes a loupé cet effet d'encaisse réelle, sans pour autant souligner les implications financières. C'est ce que je vais faire. Donc si la masse monétaire en circulation, la masse monétaire qui est effectivement échangée diminue, et ceci crée sans doute une pression sur les prix. Tous les prix vont baisser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les euros qui restent en circulation, ou les pièces d'argent et les pièces d'or qui restent en circulation, auront donc un pouvoir d'achat plus élevé. Donc mon épargne renforce le pouvoir d'achat des unités monétaires utilisées par les autres qui décident de ne pas épargner. Eux, ils peuvent acheter plus de biens de consommation. C'est donc comme si je leur avais octroyé un crédit à la consommation. Eux, ils peuvent investir davantage. C'est donc comme si je leur avais octroyé un crédit à la production ou si j'avais acheté des actions dans leur société. Donc les conséquences sociales fondamentales de la thésaurisation sont exactement analogues par rapport au cas des marchés financiers. Donc, je vais brièvement maintenant dire 2 ou 3 mots sur les marchés financiers, et puis je vais comparer ces deux formes. Donc qu'est-ce qu'un marché financier? Un marché financier est un échange financier, un échange dans lequel on échange donc monnaie, donc une épargne monétaire d'un côté, contre la promesse d'un paiement futur, ou contre l'espérance d'un paiement futur. Le cas le plus patent, lorsqu'il s'agit d'un crédit. Je vous octroie un crédit, 100 €, vous me promettez de rembourser la semaine prochaine, plus me payer un petit extra, appelé taux d'intérêt. Donc à ce moment-là, il y a en fait un échange dans le présent. J'échange ma monnaie contre quoi? J'achète quoi? J'achète une promesse. C'est la manière de penser d'un économiste. J'achète la promesse. Vous achetez mon épargne et vous me vendez une promesse. C'est ça. Sur les marchés financiers, marchés boursiers, etc., c'est la même chose au fond qui se passe, sauf que ces promesses sont donc garanties, remplissent certains critères formels prévus par la loi, etc., au point que ces promesses soient admissibles en bourse. Mais ça reste que ce sont des promesses. J'achète des promesses et les utilisateurs de l'épargne vendent des promesses. J'achète des promesses parce que je pense que, donc, à l'avenir, non seulement je vais revoir l'argent que j'ai investi, mais je vais être encore rémunéré pour avoir fait cet investissement. C'est le cas dans le prêt,
c'est le cas lorsque j'achète une action. J'achète l'action, mais j'achète une promesse donc, de participer dans les dividendes, si jamais les dividendes vont être reversés. J'achète la promesse de participer dans les revenus de liquidation, si jamais l'entreprise va être liquidée. Et j'achète l'espoir que le cours de l'action va augmenter, donc je vais être rémunéré de cette manière-là aussi. Donc, quelles sont les différences entre les marchés financiers d'un côté? Pourquoi est-ce que les marchés financiers et la thésaurisation sont bénéfiques du point de vue global? Les deux sont bénéfiques parce que sont deux véhicules de la division du travail financier. Thésaurisation et marché financier permettent la coopération entre épargnants d'un côté et utilisateurs de l'épargne d'un autre côté. Donc nécessairement, il y a un impact positif global parce qu'on a cette coopération entre deux spécialistes, comme la coopération entre les spécialistes des meubles et les spécialistes des vêtements. Quelles sont donc les principales différences? Les différences tiennent au fait que donc, dans le cas des marchés financiers, cette coopération est contractuelle. Je peux donc cibler les bénéficiaires de mon épargne. Il y a une autre particularité qui est directement liée à ce fait, à savoir que je peux convenir d'une rémunération de l'épargne. Lorsque je thésaurise, je ne peux pas cibler les bénéficiaires finaux de mon épargne. Parce qu'en fait, déjà, si j'économise moi-même, si je thésaurise, l'impact sur le niveau des prix va être imperceptible. Il va y avoir, mais il va être imperceptible. Donc les bénéficiaires sont faibles. Si tout le monde se met à thésauriser davantage, ou si c'est Oncle Picsou qui entre en scène et il commence à accumuler son énorme tas, mais là, à ce moment-là, l'impact va être sensible, mais on ne peut toujours pas spécifier qui vont être les bénéficiaires de la baisse des prix. Certains vont bénéficier davantage que d'autres. On ne peut pas le dire d'avance. Et puisque justement on ne peut pas spécifier les bénéficiaires, il est impossible de convenir avec l'ensemble des bénéficiaires diffus d'une rémunération. Donc la différence principale entre thésaurisation et marché financier ne concerne pas le fait de la finance interpersonnelle. Elle se fait dans les deux cas. Elle concerne la rémunération. Et puisque justement les marchés financiers, en principe, permettent la rémunération de l'épargne, elle encourage l'épargne et favorise la spécialisation dans l'épargne. Sans marché financier, essentiellement, chacun va épargner juste pour ses propres besoins. Soit parce que je suis entrepreneur, soit parce que je prévois un projet futur, par exemple, préparation de ma retraite, crédit à mes enfants lorsqu'ils lancent leurs activités professionnelles, etc., pour mes besoins. Si je suis rémunéré, je vais peut-être commencer à épargner au-delà de mes besoins personnels parce que l'épargne, tout d'un coup, devient une source de revenus. Et c'est ça, messieurs, dames, qui est la signification macroéconomique principale des marchés financiers. Je ne vais pas parcourir maintenant avec vous toute la liste habituelle des causes qui sont avancées du point de vue d'une pensée plutôt keynésienne. Il y a différentes causes, etc. Mais tout se résume dans les deux points, dans le point central que j'ai évoqué, à savoir que les marchés financiers, en principe, favorisent l'accumulation de l'épargne, favorisent la spécialisation dans l'épargne. C'est un point très gênant pour les économistes keynésiens. Très gênant. Et c'est pour ça que vous allez rarement trouver dans la littérature concernée donc une claire prononciation du fait que voilà, l'épargne va augmenter. Ça serait très gênant si l'épargne augmente. Donc la formule que vous trouvez en règle générale, c'est que les marchés financiers permettent la collecte de l'épargne. Ils permettent la centralisation de l'épargne dans les mains des intermédiaires au point qu'elle puisse être versée aux ménages et aux entreprises en question. Donc les marchés financiers, non, ils ne créent pas une augmentation de l'épargne, mais juste ils rendent cette épargne utile, ils la fructifient. Mais la vérité est vraie, et que les marchés financiers encouragent l'épargne. L'épargne est plus grande avec les marchés financiers qu'elle aurait été en absence de marchés financiers. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui change? Alors, les proportions. Donc ça, c'est important.
quelles sont les proportions entre les trois formes de financement auxquelles il faudrait donc s'attendre dans une économie libre? Clairement, cette économie, comme je l'ai expliqué, est caractérisée par une baisse du niveau des prix. Qu'est-ce que ceci implique? Donc, ceci touche à peine donc, la première forme de financement, qui est le financement par les revenus. Les revenus vont être, donc, dans une entreprise bien gérée, supérieurs aux dépenses. Donc, voilà, ça va rester une forme principale de financement. Elle touche la thésaurisation. Dans une situation où je peux m'attendre à une baisse des prix, j'ai intérêt à thésauriser davantage. Thésauriser la monnaie n'est pas juste motivé par donc un souci monétaire, par un souci d'échange, mais ça devient donc une forme de placement de mon épargne. C'est une forme de détenir l'épargne qui est particulièrement intéressante dans une économie où le niveau des prix baisse. Je vais donc réduire mes dépenses monétaires encore davantage pour détenir cette monnaie. Donc ceci crée évidemment donc une baisse encore plus forte des prix. À ce moment-là, les économistes keynésiens interviennent à nouveau, disent « Ah, vous l'avez dit, hein, il y a un problème ici, parce qu'évidemment, vous rentrez dans un cercle vicieux. Il y a baisse des prix, maintenant vous thésaurisez davantage. Les prix baissent encore plus, donc vous avez encore plus de raisons de thésauriser. Donc, tout s'effondre, tout se suffoque jusqu'à ce qu'on ait atterri. Il n'y a plus de dépenses du tout. Donc, ce qui est faux dans ce raisonnement, c'est de ne pas considérer les raisons opposées qui nous forcent ou qui nous encouragent, qui nous motivent en tout cas à dépenser déjà dans la période courante, bien que il y aurait donc un avantage à thésauriser encore. Il y a notamment deux raisons. La première raison est toute simple, c'est que nous ne sommes pas des êtres purement spirituels, nous ne sommes pas des Gandhi non plus, mais nous sommes des êtres humains qui ont des besoins dans le présent. Pour vivre l'heureux moment, demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, dans 10 ans, où je peux bénéficier de la baisse des prix, où non seulement je serai Picsou, mais Picsou multiplement riche par la baisse des prix, ben, il faut survivre le jour présent. Il faut survivre la semaine, il faut survivre le mois, il faut survivre l'année. Donc il faut dépenser dans le présent. C'est inéluctable. Donc les économistes appellent ça de manière prosaïque la contrainte de l'estomac. Je ne peux pas complètement libre dans mes choix si je veux survivre. Donc je dois dépenser dans le présent. Donc c'est déjà pour cette raison-là, pour cette raison élémentaire, il est impossible de réduire les dépenses présentes à zéro. Donc impossible de renoncer complètement à la dépense. La deuxième raison, elle est tout aussi puissante et peut être même plus puissante encore que la contrainte de l'estomac, c'est ce que les économistes appellent la préférence pour le présent. Même si je sais que les voyages à Bora Bora coûtent 5% moins cher l'année prochaine, est-ce que cette année-là, je vais rester dans mon monastère? Pas nécessairement. Certains, oui. Oncle Picsou, oui. Mais vous et moi, probablement pas. On ne va pas repousser toutes les activités juste parce que c'est encore un peu moins cher l'année prochaine ou dans 5 ans ou dans 10 ans. Nous avons une préférence pour la consommation, pour vivre une belle vie déjà dans le moment présent. Donc nous dépensons aussi pour cette raison bien plus que ce qu'on pourrait penser à la lumière donc, de cette idée d'un cercle vicieux qui suffoque l'économie. Donc il va toujours y avoir dans une économie de marché une dépense positive. Et c'est vrai, donc il y a une forte incitation à la thésaurisation. Donc la thésaurisation dans une économie de marché libre jouerait un rôle très important. Et maintenant, regardez un peu l'histoire, regardez un peu le comportement des épargnants d'aujourd'hui. La thésaurisation, historiquement, a été la forme d'épargne la plus importante, et en tout cas privilégiée, par tous les ménages qui n'avaient pas leur propre entreprise, par tous ceux qui n'avaient pas la vocation d'être entrepreneurs. Ils ont thésaurisé, ils ont eu quelques pièces sous l'oreiller, sous le matelas, cachées dans un trou creusé dans le jardin, etc. C'est comme ça qu'ils ont épargné. Si vous regardez le comportement des ménages à faible revenu, même non seulement les pauvres, mais la petite classe moyenne,
Comment est-ce qu'il se constitue une épargne? Essentiellement sous la même forme. Il y a très peu, en France plus qu'en Allemagne, mais très peu d'entre eux qui investissent l'intégralité de leur épargne en produits financiers. Ils gardent des sommes sur leur compte bancaire, sur le compte courant ou sur le livret A et produits similaires, en liquide. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ce sont les mêmes motivations qui ont poussé leurs prédécesseurs dans les siècles précédents. Ils préfèrent la sécurité donc de l'argent tangible, donc immédiatement accessible sur le compte bancaire, au risque d'un placement financier, en plus aujourd'hui très mal rémunéré. Donc ça n'a jamais été différent, c'est tout à fait caractéristique et serait donc une forme dominante dans une économie libre. Finalement, il y aurait également des échanges financiers, c'est sûr. Mais ces échanges concerneraient essentiellement des participations dans la propriété d'actions, c'est-à-dire concerneraient le marché d'actions, des actions. Il y aurait très peu de contrats de crédit. Parce que dans un environnement où les prix baissent, on est très fortement déconseillé de s'endetter maintenant parce qu'il faut rembourser avec une monnaie qui a un plus fort pouvoir d'achat que celle qu'on avait empruntée. Donc, naturellement, les gens éviteraient les crédits. Évidemment, il y a toujours parfois des situations où un crédit s'impose parce qu'il faut quand même survivre encore le jour présent. Lorsqu'on est très pauvre, lorsqu'on est dans le besoin, mais on a besoin d'un crédit à la consommation. Et si on regarde dans le passé, effectivement, c'était justement ce type de crédit-là qui était dominant. Pas les crédits aux entreprises, pas les crédits à la production. Ça n'existait pas. Tournons-nous donc maintenant, voilà, je crois que je devrais me dépêcher. Ah, ça va. Tournons-nous maintenant donc à l'interventionnisme financier. L'État entre en scène. Et l'État n'améliore pas, c'est ce que je peux déjà révéler, n'améliore pas le financement de l'économie du point de vue macroéconomique. Et ceci est particulièrement le cas lorsque l'État intervient en produisant donc une monnaie fiduciaire. Pour saisir ce point, il est utile d'abord de considérer le cas qui est aujourd'hui sans importance, où il n'y a pas de monnaie fiduciaire, mais où l'État intervient simplement en créant donc des droits et des obligations forcées. Donc supposons que l'économie fonctionne toujours sur la base d'une monnaie marchandise. L'État intervient dans les échanges financiers et dit maintenant, voilà, je vais créer des obligations financières pour tel et tel participant au marché, tel et tel membre de la société, ou peut-être des obligations financières pour tout le monde. Je vais taxer la population. C'est quoi la taxation ou l'impôt? C'est une obligation financière de verser telle et telle somme à la fin de l'année ou à la fin du trimestre au gouvernement. Je vais forcer tout le monde de souscrire à une assurance vie, à une assurance retraite. C'est donc le principe donc, des systèmes de retraite publics. C'est une obligation financière pour nous, dans le présent, donc verser des sommes vers ces organismes. Je vais également créer des obligations financières entre les particuliers, c'est-à-dire qui ne me concernent pas directement, mais qui concernent juste les individus. Je veux dire, voilà, si vous divorcez de votre épouse et votre époux, vous êtes obligé de la nourrir. Voilà, donc c'est une obligation. Elle n'est pas contractuelle, elle est forcée par la loi. Et des choses similaires, ou héritage. Si vous avez des héritiers, si vous avez des enfants, ce sont automatiquement vos héritiers. Il faut leur donner de l'argent lorsque vous décédez. C'est encore une obligation forcée, pas nécessairement contractuelle. D'un autre côté, l'État peut, et c'est ce que nous observons évidemment, il peut créer un grand nombre de droits financiers, c'est-à-dire de droits sur d'autres personnes, en règle générale intermédiaires à travers l'État, mais souvent aussi sans intermédiation directe de l'État. Donc, pour la même raison qu'il y a obligation pour un époux de soutenir son époux au cas de divorce prévu par la loi, il y a donc droit du côté donc, bénéficiaire à ce paiement. Donc on devient donc, bénéficiaire d'un droit financier, d'une promesse tendue devant le nez, d'un paiement futur, si jamais on se divorce. On devient, mais plus important, donc bénéficiaire donc, des promesses faites par l'État
on participe dans des systèmes de retraite publics, assurance maladie publique, etc. Donc l'État nous donne la promesse, si jamais quelque chose vous arrive, ben, vous aurez droit à tel et tel paiement nécessaire pour financer les services donc des médecins spécialisés, etc. Donc l'État a créé un grand nombre de droits et d'obligations financières. Or, donc ceci implique deux choses. Premièrement, les obligations et les droits financiers revêtent donc du coup une plus grande importance sous l'impact de l'État qu'ils auraient dans une économie libre. Dans une économie libre, ben, tous les droits et obligations financières sont contractuelles, sont librement consentis, etc. Et nous venons de voir que ben, les incitations à s'engager dans un tel échange sont relativement réduites, voire limitées. Donc l'État, en principe, ben, il peut, parce que ex nihilo, peut ex nihilo créer en principe n'importe quelle somme d'obligations et de droits financiers. Deuxièmement, l'État, bien qu'il soit libre de créer des droits, ne peut pas, n'a pourtant pas la puissance d'honorer ses droits et ses obligations financières. Parce que, précisément, donc, l'État ordonne à telle et telle personne, ben, vous allez payer. Il donne le droit aux citoyens, ben, vous avez un droit vers l'État en ce qui concerne donc, le maintien de votre santé, votre retraite, etc. Et les autres vont être obligés à payer. Mais ce qu'il ne peut pas, donc il peut créer ses droits, mais il ne peut pas créer la capacité objective de la part de la population d'honorer ses obligations financières. Donc bien qu'on soit libre de, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien qu'on soit libre de tout commencer, on ne peut pas terminer, l'État est libre de commencer toutes ses promesses et de tendre toutes ces carottes imaginaires dans l'air devant les nez, mais il n'est pas nécessairement capable d'honorer ses promesses. Et effectivement, donc, dans le scénario que nous envisageons, où il n'y a pas de monnaie fiduciaire, donc l'État n'est pas capable, parce que les citoyens ne sont pas capables d'honorer toutes ces obligations créées de manière factice, artificielle, ex nihilo, par l'État. Donc il en suit que cette finance forcée ne peut pas aller très loin. Et elle est même vouée à rentrer assez rapidement dans un mur, lorsque l'État exagère avec ses prétentions. C'est justement ce qu'on observe historiquement dans le passé. C'est la raison pour laquelle il y avait donc régulièrement donc, des crises financières, des crises de financement de l'État, parce que justement, il en avait créé trop. Donc on ne va pas très loin avec ça, et donc forcément c'est limité. Il y a même d'autres conséquences qu'on pourrait discuter. Donc, dès qu'un tel système est en place, ben, les citoyens ont incitation à le contourner. Donc, ils vont se constituer une épargne en dehors des réseaux contrôlés par l'État, parce que justement, ils savent que voilà, le système va rentrer dans un mur et il faut que je me protège autrement. Donc, il y a des réactions qui préservent le système et qui empêchent que trop de capitaux soient gaspillés. Ces choses-là changent dès que l'État commence à intervenir dans le domaine monétaire. Donc, si l'État met en place une monnaie fiduciaire, donc une monnaie purement scripturale, une monnaie faite de papier, donc qui peut être produite ad libitum, d'un moment à l'autre, c'est ce qu'on a entendu ces dernières années régulièrement de la part de nos autorités monétaires, on peut en faire autant qu'on veut. Et aussi vite qu'on veut. Et c'est correct, c'est correct. Ils peuvent en faire autant qu'ils veulent. En principe, du jour au lendemain. Donc, dans une telle situation, l'État, non seulement peut créer des droits et des obligations financières, il a aussi les moyens, en principe, d'honorer toutes les obligations financières qu'il crée. Parce qu'il a, à travers la Banque centrale, l'outil pour financer ou refinancer les parties obligées. Donc il peut financer par les crédits grandissants les organismes de la sécurité sociale. Il peut refinancer les entreprises qui taxent jusqu'au cou, donc par les crédits bon marché,
qui compense donc partiellement ce coût plus élevé, et faire la même chose pour les familles. Donc, tant que la Banque centrale veut soutenir tel et tel participant au marché, donc en premier lieu toujours l'État, mais en principe, ce n'est pas limité. Tant que la Banque centrale veut financer tel et tel participant au marché, elle le peut. Donc les obligations financières peuvent toujours être honorées. C'est bien le sens des propositions récentes qui sont maintenant discutées à gauche et à droite. Donc, par exemple, en Suisse, il y a une initiative pour ce qu'il appelle le Vollgeld, la monnaie entière. Et les initiateurs, donc d'un côté, ils veulent donc abroger le principe des réserves fractionnaires pour les banques commerciales. D'un autre côté, ils souhaitent donc que l'État soit le seul à même de créer de la monnaie, et ils souhaitent qu'il crée beaucoup plus de monnaie que dans le passé, justement pour financer sans dette l'État. Et techniquement, c'est possible. La Banque centrale peut en fait remplir des camions de billets et les envoyer directement à Bercy. Possible, techniquement c'est possible. Il n'y a pas de crédit, il n'y a pas d'endettement, il y a juste l'heureuse dépense. Et donc, du coup, l'État est capable d'honorer toute obligation que ce soit. La Banque centrale peut techniquement, et c'est ce que souhaitent les amis suisses, et la Banque centrale peut techniquement faire des virements sur les comptes des familles et des firmes. Donc, financer tout le monde, en principe. Donc, honorer toutes les obligations financières. Bon, il est clair que ceci n'améliore pas le financement réel de l'économie. Ça c'est clair. Parce il faut qu'il y ait un financement réel. Alors, on ne peut pas manger l'argent, on ne peut pas financer une entreprise avec des billets, mais on peut la financer, c'est-à-dire soutenir ses activités uniquement par les facteurs de production, par les biens intermédiaires, les matières premières, etc., qu'on peut acheter avec l'argent. Donc, simplement en créant plus de monnaie, je ne peux pas améliorer le financement de l'économie. Mais il y a une chose qui se passe, à savoir que maintenant, évidemment, les marchés financiers commencent à jouer un rôle bien plus important que précédemment. Parce qu'on ne rentre pas tout de suite dans le mur. Il y a une autre chose très perverse qui se passe du point de vue microéconomique, du point de vue de l'investisseur, parce qu'il voit maintenant que voilà, la Banque centrale est là et elle peut sauver, faire le bail-out. Elle peut sauver n'importe quel participant au marché, notamment lorsqu'il est suffisamment grand pour créer des problèmes pour les autres. C'est qu'en sachant cela, on se dit, mais c'est vrai, en principe, il est insolvable, il est nul, ses produits n'intéressent personne, etc. Mais il a le soutien de la Banque centrale. C'est le cas de l'État. Les produits sont de faible qualité. Il n'y a pas beaucoup de soutien de la population. Les hommes politiques et les femmes politiques ne sont pas très populaires en ce moment. Et pourtant, l'État peut se refinancer et peut vendre ses obligations d'État et ses bons de trésor parce que les investisseurs savent que la Banque centrale est derrière. On va toujours être remboursé. Donc l'argent avec lequel on va être remboursé n'aura pas forcément le même pouvoir d'achat que l'argent qu'on investit, mais en tout cas, on va revoir l'argent. Donc les marchés financiers montent en puissance et la thésaurisation, évidemment, disparaît quasiment complètement. Au moins, elle est réduite à un minimum absolu. Parce que là où l'État commence à créer de la monnaie, les prix commencent donc à grimper et les banques centrales visent donc aujourd'hui des taux d'inflation pris dans la fourchette donc entre 0 et 2%, et si c'est possible, même un peu plus. Donc là où il y a progression des prix qui est positive, évidemment, il devient suicidaire financièrement de garder son patrimoine sous forme d'encaisse. Donc, il y a une restructuration des voies de financement macroéconomique de l'économie. La thésaurisation baisse en importance, les marchés financiers augmentent. Ceci implique d'un côté que l'autonomie des ménages est réduite, parce qu'en investissant sur les marchés financiers, on devient dépendant d'autres personnes, on n'est plus sans mettre autant qu'auparavant avec la thésaurisation. Et ceci implique aussi que le gaspillage de l'épargne disponible est facilité, voire encouragé. Parce que la Banque centrale, par la création monétaire, peut diriger l'épargne là où elle le souhaite
ne sont pas forcément les projets qui se soutiennent eux-mêmes, c'est-à-dire les projets qui créent des revenus supérieurs aux coûts. Déjà, ceci est le cas pour toutes les dépenses de l'État. Donc, sans parler donc, de la raison d'être de l'État, mais une chose est claire, c'est que la vocation de l'État n'est pas de créer des revenus. Ce n'est pas une entreprise. Donc l'État, forcément, consomme plus d'épargne qu'il en crée. Donc financer l'État par la planche à billets, donc dire qu'une grande partie des ressources réelles disponibles qui pourraient soutenir des entreprises, mais aussi des ménages, sont donc utilisées dans des activités qui ne se reproduisent pas, qui ne créent pas des revenus supérieurs à l'investissement. Donc autrement dit, l'épargne est gaspillée. Donc on a ici donc, un mécanisme qui est très pervers parce que les freins naturels qu'on rencontre dans une économie de marché, mais aussi là où l'État intervient sans avoir une monnaie fiduciaire, ces freins naturels sont éliminés. Dans la logique d'un entrepreneur du point de vue individuel, de la rationalité d'un investisseur individuel, il n'a pas intérêt à prendre trop de précautions. Mais le système dans son ensemble gaspille davantage de ressources et se dirige vers le mur. Quelle est la vitesse avec laquelle on rentre dans le mur? Ben là, il y a d'autres facteurs, heureusement, qui entrent en jeu et qui empêchent que ce moment n'arrive trop tôt. Et c'est justement ici, pour évoquer donc un point général, c'est justement les vertus financières des citoyens ordinaires qui empêchent ce résultat final. C'est justement lorsqu'on a une population qui épargne spontanément, beaucoup tels que les Italiens ou les Japonais, etc., qui empêche que les choses s'accélèrent, on arrive trop rapidement à la crise. De quelque manière, c'est un résultat encore pervers, mais telle est la chose. Plus vertueuse est la population, sur le plan personnel, mais aussi dans ses mœurs financières, plus tard, est-ce que l'échec des interventions de l'État va se faire sentir. Voilà, donc ce n'est pas un tableau plaisant qui se dresse devant nos yeux, mais je crois que ça se conforme à peu près à ce que nous sentons et à ce que nous avons perçu ces dernières années. Et en tout cas, donc ça c'est la tentative d'une vision macroéconomique de la finance, qui prend en considération non seulement les montants absolus engagés, mais surtout ce que j'ai souligné, à savoir la structure de la finance. Merci de votre attention.